Me présenter à vous. Alors, mon nom, c'est Monsieur Demestre Teddy et je suis, juriste. Je suis juriste, j'ai obtenu un master droit en droit, à l'université de Poitiers et je suis maintenant depuis quelques années, souscripteur conseil à la Maïf au sein du, secteur lié aux associations et aux collectivités et j'ai pour rôle dans ce service 2 missions, j'ai 2 casquettes. La première mission, elle concerne la gestion complexe avec des particularités juridiques. Et la deuxième mission, elle est en lien avec la proposition de contrat d'assurance pour des grosses structures associatives, de manière à pouvoir proposer un contrat sur mesure et en totale adéquation avec les risques de cette structure. Donc aujourd'hui, je me suis proposé de vous faire une présentation sur la responsabilité dans le domaine associatif, la responsabilité des associations, puisque je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser, dans le sens où je pense que pour la plupart, vous êtes membre du bureau ou directeur d'une association. Et donc, il est toujours important d'avoir une visibilité au moins globale sur les risques que l'on peut avoir pour nous, en tant que mandataires, mais aussi pour notre association personne morale. Et l'idée est de vous présenter ces risques. Et l'idée est également de vous présenter éventuellement des pistes pour solutionner ces risques. Donc, je vais commencer ma présentation. Je vais vous faire une petite présentation du plan. Notre droit français est géré d'une telle façon qu'on scinde de 2 types de responsabilités civiles. En tout cas, 2 types de responsabilités civiles pour une structure qui ne relève pas forcément du droit public, puisqu'il y a encore les distinctions pour l'État ou pour des établissements publics. Mais en tout cas, en droit privé, pour les associations de loi 1901, il existe 2 types de responsabilités. La responsabilité dite civile et la responsabilité dite pénale. C'est important de faire cette distinction parce que parfois, il y a un peu un flou dans l'esprit des gens et on confond un peu parfois les deux. Donc l'idée ici, c'est dans un premier temps de vous expliquer la distinction entre les deux. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu dans le détail de chaque responsabilité, de manière à vous en faire une présentation un petit peu plus détaillée et vous expliquer concrètement ce qu'il y a derrière. Donc, commençons par la responsabilité pénale. Je vais vous en faire une brève explication. La responsabilité pénale est celle que l'on doit à la société, n'est pas celle qu'on doit à une autre personne, celle qu'on doit à la société. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'État, au nom des personnes, puisqu'on est dans un système démocratique, décide d'infractions, de choses que la société souhaite réprimander, met en place ces infractions au travers de la loi et prévoit des sanctions pour les personnes qui ne vont pas respecter ou qui vont commettre ces infractions. Donc là, on est dans un système où on ne doit rien à une personne tierce. Ce que l'on doit, c'est le respect des règles que la société a voulu mettre en place et les sanctions qu'on va avoir seront pour la société. Donc ce sera ou bien des peines d'emprisonnement, des peines de privation de liberté ou d'autres peines, ou éventuellement des amendes. Mais pour autant, ces amendes n'ont pas vocation à être perçues par des personnes privées, mais par la société. Et c'est en ça qu'on la distingue de la responsabilité civile. Pourquoi? Tout simplement parce que la responsabilité civile, c'est celle que l'on doit aux personnes. La responsabilité civile, c'est l'obligation de réparer le dommage que l'on cause à une autre personne. Dans ce cas-là, on n'a plus affaire à la société, mais on a affaire à une victime en face.
personne à qui on a causé un dommage, qu'il soit matériel, corporel ou encore immatériel. Mais l'idée ici, c'est vraiment de réparer ce dommage. Maintenant qu'on a fait un petit peu une explication sur ces deux types de responsabilité, on va essayer de rentrer un petit peu plus en détail dans les typologies et puis vous en faire une présentation plus précise. Donc, comme je vous le disais ici, en premier lieu, on va traiter de la responsabilité civile. Et la responsabilité civile, c'est l'obligation légale pour toute personne de réparer le dommage causé à autrui. La responsabilité civile, c'est le lien juridique qui unit l'auteur d'un dommage à la victime et qui l'oblige à réparer ce dommage. Donc ça, c'est exactement ce que je venais de vous expliquer sur la distinction. Et du coup, en droit français, la responsabilité civile est basée sur trois fondements, trois éléments. Je vous dis en droit français, mais pas seulement. Il existe d'autres types de droits à l'international où on a ce fondement-là, mais en droit français particulièrement, on a un mécanisme qui fonctionne sur trois critères. Tout d'abord, il faut la faute du responsable. Bien sûr, on ne pourra pas mettre en cause votre responsabilité s'il n'y a pas eu de faute, en proprement parler. Ensuite, il faut un préjudice subi par la victime. S'il n'y a pas de préjudice subi, il n'y aura pas de responsabilité. Une personne ne peut pas vous mettre en cause simplement sur une faute s'il n'y a pas eu de préjudice. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait eu ce préjudice-là. Ça peut être du corporel, ça peut être une blessure, ça peut être du matériel sur un bien ou une perte financière. Ça peut être immatériel, par exemple, nuire à son honneur, nuire à voilà, plein de choses, mais il faut qu'il y ait un préjudice. Et enfin, le dernier élément, ben, c'est le pont entre cette faute et ce préjudice, c'est le lien de causalité. C'est-à-dire qu'il faut que la faute réalisée, elle, soit totalement en lien avec le préjudice qu'a subi la victime. Deuxième élément sur la responsabilité civile, c'est qu'il en existe plusieurs types, plusieurs typologies. Et cette typologie va dépendre directement du lien qui unit la personne qui a commis une faute de la victime. Selon l'état où on se trouve, dans quelles conditions on se trouve, ça va être plutôt de la responsabilité civile contractuelle ou de la responsabilité civile délictuelle. Ben, vous l'entendez, au travers de cette définition, on sous-entend que on va vérifier les cas, ou en tout cas, on va être dans un cas avec un contrat et dans un cas où il n'y a pas de contrat. Et ça va avoir un gros impact sur le régime de droit applicable et sur les engagements de responsabilité qui vont en découler. Alors, pour faire la distinction entre les deux, la responsabilité civile contractuelle, c'est toutes les fois où il y a un partenariat avec un tiers, toutes les fois où si on rentre dans le cas de la relation salarié-employeur, c'est toutes les fois où on a signé une convention, un bail, c'est toutes les fois où même tacitement, on a conclu avec une personne et où on s'est engagé à faire quelque chose. Et inversement, lorsqu'il n'y a pas cet esprit contractuel, on va se retrouver de l'autre côté, dans le volet des responsabilités civiles, délictuelles, et ça va engager une responsabilité sur une autre typologie qui sera totalement différente. Commençons par la responsabilité civile délictuelle. Il faut tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, retrouvé les trois types, les trois éléments pour que la responsabilité civile soit engagée. Le premier élément, c'est la faute. Et ici, lorsque l'on parle de responsabilité civile délictuelle, il va y avoir plusieurs éléments qui peuvent engendrer une faute. Alors, qu'est-ce que ça peut être?
Ça peut être une maladresse, une négligence, une inobservation des règlements, mais ça peut être aussi parfois des choses qui ne relèvent pas de sa responsabilité propre, mais des personnes qui dépendent de nous, ou des choses qui dépendent de nous. Alors, ça va être par exemple la responsabilité des parents du fait de mineur, ça va être par exemple la responsabilité de l'employeur du fait des salariés, la responsabilité des instituteurs du fait des élèves, ou encore la responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux. En fait, c'est à la fois nos propres actions, mais également toutes les actions des gens que l'on a sous notre responsabilité. Et à chaque fois, il faudra retrouver ou bien une maladresse, ou bien une négligence, ou bien une inobservation des règlements. Si vous, vous souhaitez m'arrêter ou me poser une question, ce que je vous propose, au fur et à mesure du déroulé de ma présentation, c'est de m'envoyer un petit message via la discussion instantanée en me donnant votre nom, et puis je vous donnerai la parole directement via le micro, ce sera plus facile. Donc si vous souhaitez m'arrêter un moment dans cette présentation, eh bien, on peut procéder de la sorte, ce sera plus facile. Si on met tous le micro en même temps, ça risque d'être plus compliqué. Encore une fois, dans la responsabilité civile contractuelle, on retrouve les mêmes éléments. Il va y avoir toujours ce même schéma, à savoir une faute. Ici, la faute, dans la responsabilité civile contractuelle, ça va être simplement le fait de ne pas avoir respecté ses engagements au titre du contrat. Mais il faut savoir que la jurisprudence a rajouté dans les contrats des obligations qui ne sont pas forcément celles qui sont dans le contrat à proprement parler. Je veux dire, imaginons typiquement, vous réalisez un contrat avec un tiers pour la réalisation d'une prestation de service, n'importe laquelle. Eh bien, la jurisprudence a estimé que vous deviez, au travers de ce contrat, de nombreuses obligations. Déjà, à la formation du contrat, on doit des obligations d'information, on doit des obligations de sécurité également. Donc, c'est-à-dire que pendant tout le déroulé du contrat, eh bien, la jurisprudence, le juge estime que, même si ce n'est pas marqué noir sur blanc sur votre contrat, pour autant, vous devez une obligation de sécurité envers ce tiers. Et ça va avoir un impact forcément sur les engagements de la responsabilité. Enfin, comme je vous le disais, le même schéma que tout à l'heure. Il faut également qu'il y ait survenance d'un dommage matériel, corporel et immatériel, sans quoi il n'y aura pas de possibilité de mise en cause. Et enfin, il faut qu'entre cette inexécution contractuelle et ce dommage, il y ait encore, on retrouve le même schéma, un lien de causalité. Dans la responsabilité contractuelle, le juge et la jurisprudence, depuis maintenant des années, vient distinguer deux types d'obligations. Il y a l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par obligation de moyens et obligation de résultat? L'obligation de moyens, c'est celle qui oblige à prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son obligation. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons, on va reprendre un exemple dans un contrat. Imaginons, on va prendre l'exemple type du médecin qui a une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires à soigner son patient. Il n'a pas une obligation de résultat. Ça veut dire qu'on ne l'oblige pas à réussir sa mission. Il doit faire tout pour le réaliser au mieux, mais il n'est pas tenu d'une obligation de résultat. Or, inversement, l'obligation de résultat, on ne viendra pas voir si vous avez pris toutes les mesures, on viendra voir simplement si vous avez réussi ou non. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas réussi, on estimera qu'il y a inexécution contractuelle. Alors là, c'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Le juge va traiter à la guise des différents arrêts de jurisprudence, décider si oui ou non c'est de la responsabilité de moyens ou de résultat. J'ai peut-être quelques exemples à vous donner sur
sur ce type-là. L'organisateur d'une activité sportive sera tenu envers ses contractants d'une obligation de moyens, qui peut s'analyser comme une obligation de prudence, de sécurité. Donc voilà, par exemple, dans le domaine sportif, eh bien, l'obligation qui pèse sur l'organisateur, c'est une obligation de moyens. Ça veut dire que la personne qui organise une manifestation sportive, si une personne se blesse, on ne va pas dire tout de suite forcément qu'il y a une mise en cause de sa responsabilité. Le juge, il estime que c'est une obligation de moyens. Donc ça veut dire que le juge, il va vérifier si l'organisateur, il a commis une faute, ou si il a pris tous les moyens nécessaires pour protéger cette personne. Et s'il a pris tous les moyens nécessaires pour protéger cette personne, eh bien, il n'y aura pas de responsabilité civile de la structure organisatrice. Dans d'autres cas, il va y avoir une obligation de résultat. Alors, je vais vous donner des exemples. Dans l'intoxication alimentaire, là, on estime, le juge estime, intoxication alimentaire égale responsabilité. Pas besoin de savoir s'il y a une faute ou non. Si quelqu'un a subi une intoxication alimentaire, il y aura une mise en cause de sa responsabilité. De la même, pour les transports de personnes, on estime qu'il y a une obligation de sécurité de résultat. Si vous transportez quelqu'un, vous lui devez une sécurité. S'il se blesse pendant le transport, même si vous n'avez pas commis de faute, vous êtes responsable. La même chose pour les organismes de voyage ou de séjour. La même chose pour tout ce qui est en lien avec les produits de santé. C'est-à-dire si vous donnez une prestation sur un produit de santé et qu'il y a un dommage corporel d'une victime, il y aura une mise en cause, quoi qu'il en soit. Il n'y aura pas besoin de rechercher une faute de la part de la structure. Là, j'ai essayé de vous mettre dans ce diapo des éléments qui sont un petit peu des fautes, sont un petit peu ce que le juge va contrôler, ce que le juge va vérifier pour voir si vous avez commis ou non cette faute. Ça va être quoi? Ça va être un défaut d'organisation. Reprenons l'exemple de la manifestation sportive. Je n'ai pas mis de barrières suffisantes pour protéger des véhicules. Je n'ai pas balisé certains endroits dangereux où, pour une course, une personne pouvait chuter. Voilà, des choses de ce type. Un défaut de surveillance, ça c'est notamment pour l'accueil des mineurs. Après, il faut savoir que la loi vient préciser ça en certains cas. Imaginons pour certaines catégories d'enfants, selon l'âge, on va estimer qu'il faut plusieurs personnes pour surveiller en fonction du nombre d'enfants. Là, encore une fois, c'est aussi sur cette défaut de surveillance que le juge va se fonder pour mettre en avant la faute commise par la collectivité ou par la personne. Un défaut de vigilance, une appréciation du risque qui est mauvaise, une absence de conseil. Dans un contrat, vous avez mal conseillé la personne sur ce qui est bon pour elle si vous avez une connaissance particulière dans un domaine. Le non-respect, bien évidemment, des textes et des lois. Et enfin, une absence d'information, dans le sens où le juge estime que la personne avec qui on contracte doit avoir le même niveau d'information que l'on a. Voilà, c'est le principe. Au niveau des contrats, on estime que l'on doit être transparent dans la façon de les prévoir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ici, quand on a une obligation de résultat, seule la preuve de l'existence du préjudice incombe à la victime. En fait, il suffit de prouver qu'elle a eu un dommage. Si vous êtes dans le cadre d'une obligation de résultat, il y aura tout de suite une mise en cause de votre responsabilité. Alors là, le mieux à faire, si vous avez des questions plus précises par rapport à votre secteur d'activité, moi, ce que je vous propose, de me dire, par exemple, est-ce que nous, on est plutôt, au vu de nos activités, dans une obligation de résultat ou de moyens? Ce que je vous propose, c'est peut-être à la fin de la discussion de pouvoir me mettre un petit message. Et puis, par la suite, je reviendrai vers vous afin de vous dire, par rapport aux différentes activités que vous faites, où est-ce que vous vous trouvez. Est-ce que, si par exemple, il arrive un accident dans votre secteur d'activité, si vous êtes mis en cause, est-ce qu'on sera sur un régime où il faudra prouver que vous avez commis une faute, ou aussi on se retrouvera sur un régime où vous serez mis en cause tout de suite? Et ça, je ne peux pas le faire pour tout le monde en même temps dans cette vidéo. Donc, ce que je vous propose, ça, c'est plutôt, dans un second temps,
de me dire, voilà, moi je suis dans telle activité, et puis je reprends contact avec vous un peu plus tard, et puis même si vous avez des questions plus précises pour chaque structure, on peut fonctionner de la sorte. Tout simplement, vous me posez des questions, et puis je reviens vers vous avec des éléments plus précis, parce que bien évidemment, cette présentation, elle sera forcément générale. Je ne pourrai pas traiter de tous les secteurs d'activité, puisque vous en avez sûrement des différents. Venons-en maintenant à la responsabilité pénale. Alors, encore une fois, il faut distinguer de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, puisque là, je vous ai parlé de la responsabilité civile. Là, on va repartir sur le cheminement où une infraction a été commise par ou bien une personne qui dépend de vous, ou bien un mandataire social, et du coup, qui va mettre en cause la responsabilité de l'association de personnes morales. Et ici, du coup, on ne va plus être sur un système de réparation du préjudice, mais on va se retrouver sur une peine qui va être donnée par une juridiction pénale, par un juge, qui va estimer que vous avez commis cette infraction, et que du coup, avec le texte qui correspond, vous avez par exemple une peine d'amende d'un certain montant. C'est prévu par la loi. Alors bien évidemment, c'est un plafond max souvent qu'on donne lorsqu'on a une peine de prison ou une peine d'amende. La loi donne le montant max, et le juge peut décider d'aller jusqu'à ce montant-là. Alors, la première chose à voir, c'est que pour que la responsabilité pénale de l'association soit mise en œuvre, il faut deux éléments. Il faut une infraction, donc, comme je vous le disais jusqu'à maintenant, ça bien évidemment, mais qui est commise par une personne ayant le pouvoir de représentation. Ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent engager la responsabilité d'une structure personne morale. C'est ses représentants légaux, c'est le directeur, les présidents, c'est aussi, dans certains cas, ses salariés, mais ce n'est pas toutes les personnes rattachées à cette structure qui peuvent l'engager. Et enfin, il faut, et c'est surtout sur ce critère-là que du coup, on va distinguer les cas où seule la personne ayant commis l'infraction va être mise en cause, des cas où la personne va être mise en cause, mais également l'association. Il faut que cette infraction soit commise dans le cadre de la réalisation de l'objet statutaire. C'est-à-dire que une personne physique, Monsieur X, qui est président de l'association Y, qui commet une infraction, mais une infraction totalement en décalage avec ce pourquoi l'association existe, eh bien, ne va engager que sa responsabilité pénale personnelle. Alors que si cette infraction est commise dans le cadre de ses missions, non seulement M. X va voir sa responsabilité pénale engagée, mais l'association également risque de voir cette responsabilité engagée. Alors, ce qu'il faut savoir avec la responsabilité pénale, c'est que la loi interdit de s'assurer pour la responsabilité pénale. Qu'est-ce que j'entends? On peut s'assurer pour la prise en charge des frais de défense. Ça, c'est une évidence. Vous pouvez vous assurer pour qu'une mutuelle, comme la Maïf par exemple, couvre tous les frais que l'association ou qu'une personne physique rattachée à cette association pourrait avoir en cas de mise en cause pénale, mais vous ne pourrez jamais vous assurer pour la peine qui va être décidée par le juge. L'exemple que je donne souvent aux personnes, c'est la Maïf ne pourra pas aller en prison à votre place. C'est l'exemple type. Il est évident qu'une peine ne peut pas être prise en charge par quelqu'un d'autre que son auteur. Et même si c'est une amende, on pourrait se dire, une amende, éventuellement, on pourrait s'assurer pour. Mais non, parce que la loi vient interdire la peine liée à la responsabilité pénale est encadrée juridiquement, et il est impossible de s'assurer pour ça. Donc attention dans les contrats d'assurance que l'on vous propose à bien distinguer ça et à bien comprendre que lorsqu'on vous dit défense pénale ou qu'on vous dit
voilà, une prise en charge de la responsabilité pénale, c'est que parcellaire finalement. On ne pourra pas prendre tout, tout n'est pas encadré là-dedans. Contrairement à la responsabilité civile, où là, il y a une possibilité de se couvrir pour tous les cas de mise en cause et dans tous les cas où on devra donner réparation à un tiers. Là, on n'est pas du tout sur le même mécanisme. Alors, concernant maintenant la responsabilité pénale pour faute d'imprudence ou négligence. Il y a une loi, qui est la loi Fauchon, qui est venue un petit peu en 2000 donner des informations concernant la responsabilité pénale des associations et en fait qui prévoit une distinction entre auteur direct et auteur indirect. Qu'est-ce qu'on entend par là? Lorsque la personne a commis elle-même, enfin en tout cas le représentant a commis lui-même la faute, on appellera auteur direct, la responsabilité pénale se fera automatiquement. Lorsque la personne a seulement commis une imprudence, a omis une obligation de sécurité ou n'a pas respecté un règlement, on se retrouvera dans un autre côté où le juge sera plus regardant et va moins souvent mettre en cause la responsabilité. En fait, ce qu'il faut retenir de cette loi, c'est que la responsabilité pénale, aussi bien des associations que de ses responsables, a été quelque peu encadrée par cette loi Fauchon. Elle est venue un petit peu minimiser le risque de mise en cause au niveau pénal et que donc, sauf si vous avez commis une infraction vraiment délibérée, il y a moins de risques de mise en cause, aussi bien pour les mandataires sociaux, pour les responsables, que pour l'association à proprement parler. En fait, il faut se replacer un petit peu dans l'époque où aussi bien tous les responsables des associations que les maires des communes étaient un peu montés au créneau parce qu'à cette époque-là, dès qu'il y avait un moindre accident, non seulement la responsabilité civile des structures était engagée, ce qui est assez logique en soi, puisque si on cause un dommage à quelqu'un d'autre, il est assez logique de devoir le réparer, mais également leur responsabilité pénale. Et là, c'était un petit peu plus problématique. C'est un peu inconcevable de comprendre que juste parce que j'ai commis, je n'ai pas vu un bon texte de loi, je suis passé à côté de quelque chose, nul n'est censé ignorer la loi, mais bon, quand même, on peut pas tout savoir. Et bien, tout de suite, ma responsabilité pénale soit engagée. Et fort heureusement, dans cette période-là, le législateur est venu par plusieurs lois un petit peu protéger aussi bien les mandataires sociaux que les maires. Voilà. Donc, c'est un petit peu le point où je voulais aussi, voilà, parce que du coup, ça va vous paraître un petit peu dramatisant, ma présentation, puisque là, on parle que des mauvaises choses qui peuvent arriver et pas des bonnes, malheureusement. Mais il faut aussi un petit peu relativiser les choses et se dire que, surtout au niveau pénal, on a un petit peu moins de risques du fait de la législation qui est venue un peu protéger voilà, les personnes et aussi les structures personnes morales, parce que autant c'est plutôt l'inverse au niveau de la responsabilité civile, autant le juge va être plus sévère de manière à ce que les victimes aient vraiment une réparation, autant au niveau pénal, on est basculé dans une ère où il y a moins de cas de mise en cause. Ben, la réponse clé par rapport au cas de mise en cause, dans les deux cas, c'est l'assurance, que ce soit de la responsabilité civile contractuelle, délictuelle, que ce soit de la responsabilité pénale, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas s'assurer pour répondre à la peine, à l'amende, on pourra s'assurer pour une prise en charge des frais éventuellement si un tiers venait à nous mettre en cause. Alors, l'idée aussi, c'était de pouvoir vous expliquer et vous présenter que dans le principe de la responsabilité des associations, le législateur est aussi venu
interférer et est venu aussi obliger les associations à s'assurer. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Celui qu'on connaît tous, c'est l'obligation d'assurance pour les véhicules terrestres à moteur. Ça, on le sait tous. C'est la loi Badinter qui est venue donner cette obligation d'assurance. On sait tous qu'on a une obligation de s'assurer en responsabilité civile pour notre voiture, sans quoi nous sommes dans l'illégalité. C'est illégal, c'est une infraction pénale de ne pas s'assurer pour son véhicule. Mais ce que l'on ignore, ou en tout cas ce que certaines structures ignorent, c'est qu'il existe d'autres cas d'obligation légale, d'autres cas où eh bien, le juge, le législateur, la loi, vient nous obliger à se couvrir. Alors, il y a le cas, par exemple, de la responsabilité civile locative. Ça, c'est un autre cas donc, qui est quand même assez connu, puisque voilà, en tant que personne physique, nous avons aussi déjà eu des loyers, donc on sait qu'on est obligé de s'assurer pour ça. Mais il ne faut pas oublier que pour vos structures, eh bien, vous êtes dans l'obligation d'avoir un contrat d'assurance pour les occupations de type locatif. Et quand on dit occupation locative, attention, on ne pense pas qu'au cas où il y a un contrat de bail à proprement parler, on pense aussi aux occupations temporaires. Vous savez, par exemple, la ville nous met à disposition un petit local de temps en temps. On y va une fois par semaine. Eh bien, imaginez que pendant cette occupation, il y a un incendie. Ou imaginez que vous quittez le local, vous êtes le dernier à le quitter, et il y a aussi un incendie qui démarre dans ce local. Je prends l'exemple de l'incendie puisque c'est plus parlant, et c'est aussi ce qui va engendrer les dommages les plus importants pour les locaux. Et bien, dans ce cas-là, c'est la responsabilité de la structure qui va être engagée parce que vous avez une responsabilité civile locative et que vous êtes dans l'obligation, normalement, d'avoir un contrat d'assurance. Et là, je vous mets en alerte parce que autant quand on a un contrat de bail, il n'y a pas souvent de difficultés. Souvent, on a la couverture pour. Autant, sur l'occupation temporaire, il m'est arrivé, dans certains de mes dossiers, de trouver, par exemple, des cas où il n'y avait pas d'assurance locative pour les structures. J'ai même un dossier sinistre assez important, un incendie total, où une structure, personne morale, louait via un bail un local à une personne physique. Donc, on va dire que votre structure associative loue un local à monsieur X. Vous avez un contrat d'assurance, pas de difficulté, vous avez un contrat d'assurance et vous avez prévu pour ce bail une couverture. Et puis un jour, une association que vous connaissez bien vous dit est-ce qu'on pourrait utiliser vos locaux là, on pourrait utiliser vos locaux, mais eux, ils n'ont pas de couverture. Ils utilisent ces locaux et finalement, ils causent un incendie pendant cette occupation. Et étant donné qu'ils n'ont pas de couverture pour cette occupation, eh bien, c'est votre responsabilité à vous qu'on va venir chercher. Alors là, pour le cas où je vous explique, où je vous présente, c'est typiquement dans un dossier que je gère, la Maïf elle est intervenue parce que du coup, on a considéré que la structure en question, elle était couverte au titre de notre contrat. Donc nous, on est intervenu pour réparer les dommages des propriétaires, puisque c'était de notre responsabilité première. Mais du coup, il y a peut-être des assureurs qui ne réagiraient pas de la même manière, qui diraient attendez, la structure à qui vous avez entre guillemets sous-loué, parce que c'est la sous-location, même si ça paraît comme de l'aide, eh bien c'est de la sous-location et il est où son contrat d'assurance? Donc potentiellement, il devrait y avoir une intervention et on devrait pouvoir réclamer à cette structure qui a utilisé même ne serait-ce qu'une journée les locaux, on devrait réclamer la somme. Donc nous, on n'a pas fait la réclamation à la Maïf ici parce que l'association n'était de toute façon pas en mesure de nous restituer l'argent. C'était un incendie total avec un bâtiment qui avait une très grande valeur. Donc la structure n'était pas en mesure, elle était insolvable. Donc ça aurait été juste réclamer les fonds, ça aurait été juste détruire cette association sans pouvoir récupérer. Donc il n'y avait aucun intérêt. Puis, de toute façon, ça ne rentre pas dans nos valeurs. Mais pour autant, je vous mets en garde parce que aussi bien vous pouvez vous retrouver dans le cas d'une structure à qui on prête un local pour une journée, ou vous pouvez vous retrouver dans le cas d'une structure qui prête son local à une autre pendant une journée.
Enfin, les obligations d'assurance, parce qu'il en existe d'autres, il existe des cas où, encore une fois, l'assurance responsabilité civile est obligatoire. On ne parle pas des autres assurances, on parle vraiment de l'assurance responsabilité civile. Tout comme pour les voitures, vous n'êtes pas obligé d'assurer votre voiture en tout risque. Vous n'êtes obligé que d'assurer, comme on dit, au tiers. Au tiers, ça signifie simplement que c'est pour les dommages qu'on cause à quelqu'un d'autre. Donc, on est typiquement dans le cadre de la responsabilité civile. Et il y a plusieurs cas. Il y a les centres de loisirs, les centres de vacances. Tous ceux qui accueillent des mineurs. Là, il y a une obligation de couverture en responsabilité civile. Il y a toutes les associations sportives. Les associations sportives ont l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour l'association et pour les adhérents. Alors, je vous rassure à ce niveau-là, dans la grande majorité des cas, le mécanisme se fait via la fédération, via la licence sportive, et c'est au travers de cette licence que l'on va faire bénéficier d'une couverture responsabilité civile pour les adhérents et pour la personne morale. Mais il faut quand même être vigilant là-dessus, parce qu'on viendra vous reprocher, si jamais vous n'avez pas été assez regardant sur le contrat d'assurance, s'il était assez couvrant pour vos adhérents, eh bien, de ne pas avoir souscrit, puisque c'est une obligation légale. Et enfin, dernier exemple, c'est pour les associations organisatrices de voyages et de séjours, là encore une fois, il y a une obligation de couverture de la responsabilité civile. C'est la loi qui prévoit. Alors là, je vous ai donné tous les cas où c'était obligé de s'assurer. Mais pour autant, très sincèrement, même si vous êtes dans une structure qui n'est pas obligée d'assurer, il me semble assez inconcevable pour une structure associative, et même pour n'importe qui, de ne pas bénéficier d'une assurance responsabilité civile. Ça me paraît impossible. Voilà, si vous vous retrouvez dans un tel cas, c'est très grave. Et très sincèrement, je vous invite à vraiment faire le point sur votre contrat, voir ce qu'il englobe aujourd'hui, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, autant au niveau pénal, le juge est un petit peu moins sévère, autant au niveau civil, lorsqu'on va parler d'une réparation pour une victime, le juge va être très regardant. Et il faut savoir que du coup, le juge est aussi de plus en plus enclin à estimer que la responsabilité des personnes morales est engagée. C'est plus facile pour un juge de taper sur les doigts d'une structure personne morale, de taper sur une structure qui, dans l'idée aussi du juge, a plus de fonds, puisqu'elle regroupe des personnes, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, ça je vous le concède, mais pour autant, il a tendance à taper sur les doigts voilà, des personnes morales qui regroupent, voilà, qui sont censées avoir plus de rigueur dans leur contrat d'assurance et qui sont censées protéger les adhérents, qui sont censés protéger les bénévoles, qui sont censés protéger les personnes en lien avec la personne morale. Pour analyser votre couverture d'assurance, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut s'interroger sur quelles sont les activités que l'on fait, quelles sont les activités qu'on pratique. Est-ce que nous, on fait du sport? Est-ce qu'on se retrouve dans cette obligation d'assurance? Est-ce que nous, on accueille des mineurs et qu'on se retrouve dans cette obligation d'assurance? Est-ce que nous, on accueille des personnes en situation de handicap? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que notre association fait? Quelles sont les activités qui créent un risque pour nous? Quels sont les locaux que l'on occupe? Est-ce que j'ai seulement une occupation via un bail qui est signé avec la ville? Dans ce cas-là, est-ce que le bail prévoit, qu'est-ce que le bail prévoit en cas de souci? Si c'est avec la ville, il peut y avoir des particularités. Si c'est avec un tiers, vous avez forcément nécessité de vous couvrir. Est-ce que j'occupe des locaux à titre provisoire? Dans ce cas-là, s'il y a un souci, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que j'ai en tant qu'association comme bien? Est-ce que j'ai du matériel qui pourrait causer un dommage à quelqu'un? Est-ce que j'ai du matériel entreposé à l'extérieur qui pourrait provoquer un dommage corporel chez une personne?
quelles sont les personnes qui dépendent de ma responsabilité? Combien j'ai de salariés? Combien j'ai de bénévoles? Combien j'ai de personnes membres du bureau? Est-ce que ces personnes, au travers de mon contrat d'assurance, sont bien couvertes? S'il arrive un souci à ces personnes, comment ça fonctionne? Est-ce que mon association a des véhicules? Est-ce que les véhicules que j'ai à ma disposition sont couverts comme il faut? En tout cas, en responsabilité civile, en dommage, on ne viendra jamais vous reprocher de ne pas avoir assuré votre voiture, si ce n'est que ça, si vous n'avez pas les fonds pour pouvoir en racheter une autre, ça peut vous causer un dommage, mais autant, le plus important, c'est la responsabilité civile. Est-ce que j'utilise des voitures en location? Et dans ce cas-là, par rapport à ça, est-ce que du coup mon contrat d'assurance aujourd'hui, il a vocation à me couvrir? Ou est-ce que je dois utiliser un contrat via le prestataire, via celui qui me loue le véhicule? Voilà autant de questions que je vous invite à vous poser pour vos structures, parce que, eh bien, pendant vos activités, vous êtes amené à pouvoir causer, être mis en cause sur votre responsabilité civile contractuelle, votre responsabilité délictuelle. La même chose pour vos biens, la même chose pour vos locaux, la même chose pour les personnes qui dépendent de vous ou de votre association, vos bénévoles. La même chose pour, bien évidemment, les véhicules, puisque ça, on le sait tous, voilà, on est obligé de s'assurer pour ça. Là, j'ai jugé bon de vous présenter différentes garanties qui existent et qu'on vous propose souvent dans les contrats d'assurance, de manière à vous en faire une explication plus concrète et que vous puissiez savoir ce qui se cache derrière, en fait. Donc là, aujourd'hui, on a parlé de la responsabilité civile. Là, je vous ai expliqué via quel mécanisme votre responsabilité civile pouvait être engagée. Je vous ai fait une présentation générale de ce mécanisme. Savoir que donc, du coup, on peut, dans un contrat d'assurance, vous proposer la garantie responsabilité civile. Ça viendra protéger votre association, éventuellement vos salariés, éventuellement les personnes, les bénévoles. C'est-à-dire qu'un bénévole qui agit dans le cadre de ses missions, s'il cause un dommage à quelqu'un, on peut également le couvrir en responsabilité civile. Mais il y a d'autres garanties qui existent et qui viennent, même si elles ne sont pas aussi primordiales, peuvent exister autour de votre contrat et peuvent révéler, peuvent se ouvrir assez importantes. La garantie défense est une garantie liée à la garantie responsabilité civile, dans le sens où cette garantie permet, dans le cas où votre responsabilité civile est engagée en première ligne. Je vais donner un exemple, ce sera plus parlant. On va refaire. Vous avez. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure sur mon sinistre où l'occupation de la salle que vous avez en bail finalement était occupée par une autre association au moment du sinistre. Eh bien, ça veut dire qu'au travers de la garantie responsabilité de défense, on va pouvoir faire le recours contre cette autre structure qui utilisait également la salle à ce moment-là, et que du coup, ça va vous permettre, vous, de ne pas subir de préjudice du tout, de ne pas avoir éventuellement, par exemple, de franchise ou voilà, des choses comme ça. Ou surtout, de ne pas avoir d'une mauvaise sinistralité. Parce que si vous avez une mauvaise sinistralité, du coup, vos contrats d'assurance, ils vont augmenter, que ce soit n'importe où, n'importe quel assureur. Si vous avez une mauvaise sinistralité, va devoir augmenter ses cotisations. Et même si vous êtes amené à changer d'assureur, lui, il va regarder la sinistralité antérieure et voilà, il va en tenir compte. Donc, ça veut dire que c'est aussi important d'avoir un assureur qui prend en charge les bonnes choses, mais aussi qui regarde si vous n'êtes pas responsable, qui peut mettre en cause d'autres personnes de manière à vous éviter à avoir à supporter une mauvaise sinistralité. Ensuite, la garantie dommage aux biens. Là, c'est tout simplement une garantie qui vise à couvrir tous les biens de la structure contre un éventuel accident extérieur, contre un événement à caractère accidentel. Je pense typiquement, donc pour une association sportive, à l'ensemble du matériel qui est détruit dans un incendie. Bien, s'il n'y a pas de couverture dommage aux biens, et même si vous avez la garantie responsabilité civile pour vos locaux, et que du coup, on va prendre en charge au niveau de la responsabilité civile, l'ensemble des biens ne sera pas pris en charge s'il n'y a pas cette couverture derrière. Enfin, ensuite plutôt, il y a la garantie individuelle d'accident. La garantie individuelle d'accident,
C'est une garantie qui a vocation à prendre en charge tous les frais de soins de santé pour une personne qui se blesse pendant les missions en lien avec l'association, mais sans qu'une responsabilité civile soit engagée. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez un de vos bénévoles, il chute seul pendant qu'il est en train de, par exemple, ranger du matériel. Voilà, il vous aide dans le rangement du matériel, puis il chute et se blesse. Mais finalement, l'association, elle n'est pas responsable parce que vous n'avez commis aucune faute. Le matériel était bien rangé, c'est vraiment lui qui a trébuché, qui s'est fait mal tout seul. Dans ce cas-là, il n'y a pas de responsabilité à mettre en cause. Il n'y a pas la structure n'est pas engagée puisqu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de responsabilité d'un tiers. Dans ce cas-là, il est vraiment tombé seul. Eh bien, il y a un vide puisque cette personne va avoir peut-être des frais de santé à sa charge et le contrat que vous avez, s'il n'y a pas cette garantie individuelle d'accident, ne va pas protéger ces personnes-là pour les cas où ils se blessent vraiment tout seuls. Enfin, il y a la garantie assistance. La garantie, bon là, c'est simplement pour qu'on puisse éventuellement rapatrier quelqu'un à l'étranger qui se blesse ou qui a besoin d'une aide. La garantie protection juridique, c'est là aussi peut avoir de l'importance. C'est dans le cas où un tiers vous cause un dommage et vous avez besoin d'aller chercher sa responsabilité. Vous avez réalisé un contrat avec un tiers et finalement, il ne fait pas la prestation ou il a fait mal. Et du coup, vous avez une perte financière à cause de ce contrat et à cause de cette inobligation. Eh bien, cette garantie-là va permettre, je suis moi-même amené à gérer de nombreux sinistres de ce type. Je vais, moi, faire le recours pour vous aider, éventuellement prendre à charge les frais de justice, les frais d'expertise, pour qu'on puisse mettre en cause ce tiers et que vous puissiez avoir gain de cause dans les dossiers. Et enfin, il y a une dernière garantie qui est le conseil juridique. Et là, l'idée, c'est de pouvoir, dans tous les cas de la vie courante, vous apporter une aide, vous apporter conseil au moment T sur un fait qui vous arrive ou sur une complication, sur un adhérent qui met en cause la structure parce que il n'est pas content d'une action, parce que il a subi un préjudice, parce que vous avez besoin de conseils au niveau de la RGPD et au niveau des éléments que vous avez récupérés auprès de vos adhérents et que vous ne savez pas comment les protéger par rapport à la législation qui est nouvelle et qui vous incombe. Enfin, il y a une tâche qui vous incombe, c'est de protéger ces informations parce que vous avez des questions par rapport à la Covid et que vous vous dites comment ça fonctionne, dans quel mécanisme on est. Et tout ça, c'est du conseil juridique. Et c'est vrai que c'est quand même bien dans un contrat d'assurance de pouvoir avoir cette aide précieuse, surtout quand on se retrouve dans des cas comme aujourd'hui où on est tous un petit peu à se demander comment vont avancer les choses et d'être rassuré parfois au niveau juridique, ça peut vous aider pour prendre les bonnes décisions. Sur l'assurance, je voulais simplement, mais je vais pas m'attarder trop là-dessus parce que du coup, c'est pas le but. L'idée, c'est aussi de conserver un petit peu de temps pour qu'on puisse échanger, vous puissiez me poser des questions. Parce que là, l'idée, c'était de faire une présentation générale de la responsabilité, mais qu'ensuite, on puisse avoir des questions un petit peu plus précises si vous en avez. Point de vigilance sur votre contrat d'assurance, ce sera les plafonds de garantie, parce que parfois, il y a des plafonds qui sont très bas et qui ne vont pas vous protéger suffisamment. Je donne un exemple. Si vous causez un dommage corporel à une personne, qu'elle devient tétraplégique, eh bien, un dossier corporel, ça peut aller jusqu'à 8 ou 9 millions d'euros. Voilà, c'est un exemple concret. Je n'ai pas forcément pris le cas le plus sympathique, mais bon, en tout cas, il faut savoir que il est nécessaire pour vos structures d'avoir des plafonds quand même de garantie assez importants. Et quand vous avez à étudier un contrat d'assurance, il faut faire attention à ce point-là tout particulièrement. Faire attention aux franchises, même si ça c'est moins impactant. Faire attention aux activités qui sont couvertes en fonction de ce que vous réalisez. La prise en charge des dommages des participants, les responsabilités qui sont couvertes, qui est couvert par mon contrat, savoir si je bénéficie des garanties de défense, est-ce que mes biens mobiliers et immobiliers sont couverts, voilà, etc. L'idée n'est pas de s'attarder là-dessus, simplement que vous ayez en tête ça.
Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas s'attarder non plus sur ces points-là. Faites de votre côté une liste de tous les éléments qui pourraient tendre à engager votre responsabilité, de toutes les activités que vous réalisez, des locaux que vous utilisez, même à façon épisodique, établir une liste des biens que vous avez, établir l'ensemble des personnes qui dépendent de vous. Voilà. Enfin, faites de votre côté, réfléchissez à ça. Dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont bien protégées? Alors, je vais simplement faire une toute petite conclusion sur ce qu'on vient de se dire. Et puis, je ferai un petit point très rapide parce que du coup, c'est voilà, sur la responsabilité liée à la Covid. Un petit point sur la responsabilité des employeurs parce que ça, ce sont des éléments que j'avais vu ressortir dans des fiches que certains d'entre vous avaient réalisées au vu de cette présentation. Et puis après, je laisserai la possibilité de vous exprimer pour me poser des questions. Alors, en conclusion, comme je vous le disais, au niveau de la responsabilité pénale, elle a été plus ou moins encadrée. Et donc, du coup, là, à ce niveau-là, il ne faut pas non plus vous alarmer à ce niveau-là. Autant, si vous commettez des infractions, je dirais, assez directes et assez personnelles, bah là, du coup, vous n'y échapperez pas. Si vous commettez un détournement de fonds, voilà, si vous faites, si vous agressez quelqu'un, là, malheureusement, je ne vais pas vous rassurer à ce niveau-là, hein. Malheureusement, votre responsabilité pénale sera engagée. En revanche, il faut beaucoup moins, en tout cas qu'avant, s'alarmer sur la possibilité de voir sa responsabilité pénale engagée du fait d'un non-respect d'un règlement ou d'une loi ou d'un élément de sécurité. À ce niveau-là, ça a quand même été relativement encadré. En revanche, là où il faut beaucoup plus s'alarmer et beaucoup plus se prémunir, c'est contre la responsabilité civile. Parce que là, pour le coup, le juge est de plus en plus sévère à ce niveau-là. Et c'est très important de se couvrir et d'être vigilant sur notre contrat d'assurance. Voilà. Bien évidemment, la meilleure prévention, ça reste le respect des règlements et le bon sens, d'être, comme le Code civil le dit, avoir un comportement en bon père de famille. Mais pour autant, on n'est pas à l'abri d'avoir un souci, d'avoir une mise en cause. Et donc, du coup, je vous invite à bien faire le point sur votre contrat d'assurance, voir si vous êtes couvert pour l'ensemble de vos activités, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, j'en ai plus ou moins terminé avec cette présentation, qui était assez générale. Certains d'entre vous avaient des questions liées à la Covid. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de faire simplement un petit point et de revoir un petit peu les risques de responsabilité civile liés à la Covid via le prisme de ce que je viens de vous expliquer. Très concrètement, prenons l'exemple du Covid. Prenons l'exemple de la Covid et d'une responsabilité civile ou pénale qu'on pourrait voir. Donc, on va prendre un exemple, un salarié qui est atteint de la Covid et qui met en cause la personne morale ou qui met en cause le dirigeant parce qu'il a attrapé la Covid sur son lieu de travail et qui, lui, estime que, du coup, on lui doit réparation. Il a subi un préjudice corporel, il a des capacités pulmonaires qui ont diminué, et du coup, il assigne. Il assigne l'association ou il assigne le mandataire. Eh bien, on va reprendre le cheminement que je viens de vous expliquer. La première chose, le juge, il va vérifier, est-ce que vous avez commis une faute? Est-ce qu'il y a un préjudice? Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre les trois, entre les deux, excusez-moi. C'est le cheminement que je viens de vous expliquer depuis tout à l'heure. Et là, je vais vous rassurer par rapport à la Covid. Déjà, au niveau de la faute. Au niveau de la faute, ce ne sera pas une obligation de résultat, ce sera une obligation de moyens. Donc ça sous-entend que ce n'est pas parce que la personne a la Covid, a été contaminée, que du coup, il y a une mise en cause directe de votre structure. Au vu
du flou artistique qui règne sur les normes que l'on doit prendre pour protéger les gens liés à la Covid, il est assez inconcevable d'imaginer qu'un juge vienne vous reprocher d'avoir pris telle ou telle mesure ou telle ou telle mesure. Par contre, ce qui est assez évident, c'est qu'il faut prendre des mesures. Ne prendre aucune mesure, ça, ce serait évidemment une faute. Mais à partir du moment où vous avez pris des mesures, quelles qu'elles soient, il est assez inconcevable d'imaginer qu'un juge vienne vous dire que vous avez commis une faute. Ça, c'est le premier point, mais c'est peut-être le moins important. Le plus important, c'est sur le lien de causalité. Parce que, bon, ben, sur le troisième point, le préjudice, il va être existant. La victime, elle va pouvoir prouver qu'elle a subi un préjudice. Je veux dire, quand on a la Covid, qu'on soit alité pendant plusieurs jours, ou on ait des défauts pulmonaires, ou que tout simplement, même qu'il y ait un décès, ça sera assez facile de prouver. En revanche, le lien de causalité est impossible à rapporter. Je vous le dis, c'est à mon sens, et même l'ensemble des juristes sont assez catégoriques sur ce point, c'est impossible de dire j'ai attrapé la Covid ici et pas là. Donc c'est impossible de prouver que du coup, c'est dans ce moment T que j'ai attrapé la Covid, même s'il y a des faisceaux d'indices qui disent que parce qu'il y a plusieurs personnes contaminées au même endroit. Non, il faudrait prouver que c'est catégorique. J'ai attrapé la Covid sur cet endroit-là, et donc c'est le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à cette mise en cause possible, elle est quand même minime. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut voir, c'est que les contrats d'assurance, si vous êtes couvert pour votre responsabilité civile, ont normalement vocation à intervenir. Alors, je dis normalement parce que du coup, je ne vais pas mettre en avant les contrats de la concurrence puisque je ne les connais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la Maïf, on a vocation à intervenir en responsabilité civile dans le cas d'une responsabilité, d'une mise en cause liée à la Covid. Voilà, nous, notre contrat, il n'y a pas d'exclusion à ce niveau-là. Donc, si jamais il y a un souci sur un sinistre de ce type, nous, on sera amené à intervenir. Mais comme je vous le dis, on sera amené à intervenir parce qu'on couvre votre responsabilité civile. Mais pour autant, à mon sens, il n'y aura pas de mise en cause possible pour les deux raisons que je viens de vous indiquer. La première, c'est que si vous avez pris des mesures, on ne pourra pas vous dire que vous avez commis de faute. Et la deuxième chose, c'est que la victime ne pourra jamais rapporter la preuve qu'elle a bien attrapé la Covid sur un lieu précis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, avant de changer de sujet éventuellement? Ce que je vous propose, c'est de mettre un petit message dans la discussion. Simplement donner votre nom, et puis si vous avez des questions sur le sujet, comme ça je vous donnerai la parole. Non, pas de questions. A priori. Il y avait des questions sur la responsabilité de l'employeur. Alors, la responsabilité de l'employeur, en droit français, elle est régie par un régime juridique particulier qui s'appelle la faute. Alors, j'ai des éléments peut-être, alors attendez, conversation. Attendez, il y a des questions qui sont apparues, excusez-moi. Ah, excusez-moi, du coup, je n'avais pas vu les messages qui apparaissent. Donner des exemples concrets de TPS et TP. Sur le cas sportif, une manifestation qui toucherait l'assurance. Alors, je vais reprendre les questions parce que du coup, je ne les avais pas vues. Alors, affectation d'un local sportif par une municipalité et une association. Qui doit souscrire l'assurance? Qui doit souscrire l'assurance pour le local sportif pour une municipalité qui donne l'un? Ça dépend du contrat, ça dépend de la convention. Mais dans la grande majorité des cas, c'est l'association qui doit souscrire l'assurance. La commune a une assurance de propriétaire, mais l'association doit se couvrir pour ça. Pendant l'interclasse, un enfant se casse une dent en tombant. La responsabilisation est-elle engagée? Alors là, par rapport à l'enfant, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à l'obligation de moyens de résultat, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les enfants, l'obligation de sécurité, elle va tendre vers l'obligation de résultat. Donc ça veut dire que si l'enfant il se casse les dents pendant qu'il tombe,
la responsabilité de la structure, il y a de fortes chances qu'elle soit engagée. Parce qu'on estime que les enfants doivent être très surveillés, très protégés, et le juge va tendre vers une obligation de résultat à ce niveau-là. J'ai un coordinateur qui se déplace avec sa voiture personnelle. Doit-on lui faire une assurance spécifique? Alors ça, c'est votre choix. Pour l'assurance de votre coordinateur qui se déplace avec sa voiture personnelle, son assurance de véhicule couvre déjà son déplacement. Donc, que ce soit dans son lieu professionnel ou que ce soit au travers de ses missions, c'est son contrat d'assurance qui le prévoit et qui couvre. Après, bah, lui, il pourrait vous dire, bah oui, mais attention, si moi j'endommage mon véhicule pendant mes missions, je vais avoir du malus, par exemple. Donc, j'aimerais bien que vous me donniez une couverture. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une obligation d'avoir une assurance, mais que son contrat d'assurance à lui est suffisant. Par contre, vous pouvez tout à fait prévoir soit une couverture directe, on appelle ça de l'automission, soit de le dédommager un petit peu par rapport à, voilà, à éventuellement la prise en charge de son assurance pour les kilomètres parcourus pour la structure. Alors, les salariés qui font du covoiturage entre elles sont-elles couvertes par qui? Alors, là, ça va dépendre de votre contrat d'assurance. Pour les salariés qui font du covoiturage entre elles, si vous êtes assuré à la Maïf, sachez que pendant les trajets domicile, travail, les personnes sont couvertes en IDC, donc en individuel accident. Si vous êtes couvert ailleurs, il faut demander à votre assureur. Pour ce qui est de la responsabilité civile à proprement parler, c'est lié à l'assurance du véhicule. Et pour la protection des personnes, c'est lié à soit à leur contrat personnel, soit votre contrat d'assurance association, si vous en avez un, il faut vous renseigner sur le sujet. Si c'est à la Maïf, il y a une couverture individuelle accident. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Parce que là, du coup, on va balayer les questions, allez-y, si vous en avez d'autres, je suis à disposition. Soit vous prenez la parole directement, soit vous mettez un petit message. Plus de questions? Pas de questions à aucun sujet, au titre d'aucun élément? Est-ce que certains d'entre vous souhaitent que par la suite, je prenne le temps de éventuellement répondre à des questions plus précises? Est-ce que vous m'entendez encore? Bon, dans ce cas, je pense qu'on en a terminé. Si je peux, alors comme je disais, je reste à votre disposition. Ce que je vous propose, c'est de vous noter ici mon adresse mail professionnelle. Si vous avez des questions plus précises sur votre activité, sur votre responsabilité, alors là, je vous ai parlé de la responsabilité civile générale. On peut vous répondre à des questions bien plus précises sur d'autres domaines, au niveau assurantiel ou pas d'ailleurs, parce que c'est un peu partie de la prestation, entre guillemets. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, demandez-moi si vous avez besoin de choses. J'ai vu qu'il y avait certains post-it sur d'autres domaines que ce n'est pas facile de traiter comme ça, à proprement parler, comme la RGPD. J'ai vu que c'était aussi quelque chose qui vous inquiétait un petit peu. Là, ça va vraiment dépendre de chaque structure. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là, je suis aussi en capacité de vous répondre. Et puis, sinon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Je vous remercie d'avoir été attentif. Et puis, je vous remercie également de m'avoir fait voyager un petit peu aujourd'hui parce que moi, je suis en métropole et qu'il est 14h30 et que je sais que chez vous, vous êtes en début de journée. Vous avez sûrement d'autres choses à voir aujourd'hui sur le salon des associations. Si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser. Bonne journée à vous et merci.